Stan entra dans une taverne de quartier animée qui grouillait de gens fêtant tout et n'importe quoi. C'est la voix tonitruante d'Edward qui perça le brouhaha des conversations avant même qu'il ne puisse passer commande. Les boissons sont pour moi. Un chœur retentissant d'acclamations éclata, ce qui entraîna une attente au bar. Après s'être procuré une boisson, Stan s'est approché d'Edward. Je suis reconnaissant pour la boisson. Quelle en est la raison? Il n'y a pas moyen, mon ami. La réponse d'Edward fut, Emma et moi célébrons notre divorce, et Emma leva son verre en accord avec la déclaration d'Edward. Il parut perplexe. L'un de vous ne devrait-il pas être malheureux? Trouvons un endroit plus calme, proposa Edward en les conduisant à une table lorsqu'ils furent dans les parages. Tout d'abord, tout le monde fut présenté, puis Edward commença à raconter son histoire. Selon Stan, le testament de mon grand-père comportait un certain nombre de restrictions strictes. Pour hériter d'un trust, je devais me marier avant l'âge de 25 ans et rester marié pendant 5 ans. En conséquence, j'ai conclu un accord avec Emma, si elle restait en poste, je lui versais $500 000. Waouh, vous vous êtes vraiment aimés. Stan a posé une question. Dans un duplex, nous vivions séparés l'un de l'autre. Son homme était son petit ami, et j'avais mes aventures. Il y a eu des moments où nous avons décidé de sortir ensemble, a admis Edward. Alors, vous héritez de l'argent et vous payez Emma? Edward sourit et expliqua, oui, c'est le plan. Stan a attiré l'attention sur le fait que de tels trusts contiennent généralement une clause qui empêche la fraude. Une clause contre la fraude? Le visage d'Edward changea et il sembla soudainement incertain. Oui, il y a ce truc où si quelqu'un simule un mariage pour obtenir un trust, c'est nul et non avenu. Tu es sérieux? Je ne crois pas que cette clause soit incluse dans ma fiducie. Tu en es certain? Dans une certaine mesure. Même si c'est le cas, il est possible que seul son petit ami soit au courant de notre rencontre. Et moi? Ce n'est pas vous qui êtes sans cause. La question est la suivante, pourquoi le feriez-vous? Disons que je suis l'avocat de la succession de votre grand-père. Oh, mon Dieu! Comprenez que je plaisantais à propos d'Emma et moi. Nous étions mariés depuis 5 ans à ce moment-là. Faites un vœu solennel. S'il vous plaît, épargnez-vous l'ennui supplémentaire de mentir. Y a-t-il un moyen de te faire oublier ce que j'ai dit? Alors que je me rendais là-bas. Vous n'êtes pas ma personne préférée, et je ne voudrais pas que l'organisation caritative prenne cet argent si je vous dénonce. Ton grand-père n'était pas ma personne préférée. Pensez-vous pouvoir me faire une part du gâteau? À moitié? En aucun cas. J'ai travaillé avec elle et un faux mariage pendant un temps excessif. Cet argent m'appartient. D'accord, c'est la moitié ou rien. Puis Stan s'est levé pour partir. Attendez. Qu'est-ce que tu dirais de 40% pour toi? Très bien, il n'y aura pas de marchandage. Un ensemble de bitcoins de 60% et 40% doit être préparé par votre avocat. Donnez-moi le code pour la remise de 40% sans le regarder. D'accord. Une présentation des termes du trust a été faite par l'avocat principal lors de la lecture du testament. Cette présentation a confirmé que le petit-fils avait rempli toutes les conditions. Il a précisé que le trust serait transféré en bitcoin et a donné à Edward les informations relatives au compte. Peu avant la fin de la discussion, Edward a discrètement divulgué les informations relatives au compte de 40% de bitcoin à un avocat, qui est ensuite parti rapidement. Lorsque l'avocat principal s'est approché du petit-fils, il l'a félicité. J'espère que vous ferez bon usage de votre héritage. Merci. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr, qu'est-ce qui vous préoccupe? L'homme à côté de notre assistant juridique, vous le connaissez. C'est un de vos collègues, n'est-ce pas? Je ne l'ai jamais vu auparavant. Histoire 2. La journée de travail avait été difficile. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon supérieur hiérarchique n'a pas cessé de me surveiller. Pour être honnête, j'étais sur le point de lui dire ce que je pensais et de quitter la pièce en claquant la porte. Ma voiture a crevé lorsque je suis arrivé au parking, ce qui a été la cerise sur le gâteau. Les écrous de roue étaient tellement durcis par la chaleur intense qu'il était pratiquement impossible de les déplacer. Comme si cela ne suffisait pas, le climatiseur refusait de se mettre en marche, ce qui fait que j'étais trempé de sueur lorsque j'ai finalement réussi à vaincre le pneu qui refusait de coopérer et à rentrer à la maison. Cependant, il n'y a eu aucun soulagement à la maison. Malgré le fait que ma femme était également de mauvaise humeur, je me suis efforcé de rester seul et de ruminer mon irritation. Cependant, elle a réussi à toucher un point sensible avec un commentaire qui a donné lieu à un désaccord particulièrement vif. En raison de l'intensité de la situation, j'ai fait plusieurs déclarations que je regrette aujourd'hui. Après une conversation furieuse, elle a fini par pleurer et s'est enfermée dans la chambre à coucher. Pendant ce temps,
j'étais assis dans le salon, furieux, en train de boire une bière. Le repentir a commencé à s'installer au fur et à mesure que la colère s'est estompée. Je sentais que j'étais allé trop loin. En me dirigeant vers la chambre à coucher, j'ai rassemblé mes idées pour m'excuser et demander pardon. Mais alors que j'approchais, la porte s'est soudain ouverte et ma femme se tenait là, 2 valises à la main. Je suis resté planté là, accablé de regrets, alors qu'elle passait devant moi et qu'elle me jetait un regard en passant. C'est en sortant de la maison par la porte d'entrée qu'elle m'a lancé ces remarques. Désireux de me racheter, je me suis lancé à sa poursuite, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Alors qu'elle se jetait dans la voiture, des larmes coulaient sur ses joues. La portière a fait écho à son départ et elle a démarré en trombe, me laissant dans le sillage de ses feux arrière qui s'éloignaient. Je suis resté en arrière. Les larmes que j'avais versées tombaient librement sur mes joues. Après m'être agenouillé, j'ai prié frénétiquement pour qu'elle revienne et j'ai supplié une puissance supérieure de me la ramener. J'ai prié pour qu'elle me revienne. J'ai trébuché à l'intérieur de la maison, m'accrochant à une lueur d'espoir qu'elle puisse se calmer, se retourner et revenir. Je me relevais lentement, et les larmes coulaient encore sur mon visage lorsque je suis rentré à l'intérieur. Je ne supporte pas l'idée de la perdre car je suis dépendante d'elle et je l'aime au-delà de toute compréhension. Quand je pense qu'elle va retourner chez ses parents, qui sont à 200 km, je suis prise de panique parce que je sais que si elle dépasse une certaine distance, elle sera partie pour toujours. J'essaie toujours de la joindre en appelant son numéro, mais elle ne décroche jamais. L'idée que j'ai perdu la personne que je chéris le plus me fait paniquer. Alors que je lutte contre ma propre incapacité, je me retrouve aéré sans but dans les pièces vides. Je suis perdu et je n'ai aucun sens de l'orientation. Je suis toujours seul, enfermé dans une boucle de larmes et de prières, et 1 heure s'est écoulée depuis la dernière fois que j'ai parlé. En entrant dans le jardin, je suis le premier à voir la balançoire que j'ai accrochée aux chênes robustes en signe de mon affection pour elle. Alors que je migrais qu'à soi, un flot de souvenirs m'envahit, chacun d'entre eux étant une démonstration de l'amour que je porte à ma femme, et un sentiment de honte m'envahit. Qu'est-ce qui a pu me pousser à la traiter de la sorte ? Pour moi, ce fut le pire jour de ma vie. J'ai eu l'impression que toutes mes tentatives étaient vouées à l'échec. Tout a commencé avec une chemise rouge qui s'est retrouvée dans les blancs, ce qui a tout fait virer au rose. Ensuite, en faisant la vaisselle, j'ai accidentellement lâché une assiette, qui s'est brisée et est tombée sur le sol. Je suis allé au supermarché pour faire des courses, mais en arrivant, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'emporter mon chéquier. J'ai perdu mon temps à faire l'aller-retour. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, pendant que je rangeais le lait, il est tombé par terre et s'est répandu partout quand il a touché le sol. Mon mari venait de rentrer à la maison et j'étais déjà de mauvaise humeur. Je me suis efforcé de lui expliquer mes griefs, mais il les a ignorés, ce qui n'a fait qu'accroître mon agacement. J'ai dit quelque chose dont je ne me souviens plus exactement, mais qui a suffi à déclencher une grande discussion. Après avoir dit à mon conjoint des mots que je regrette vraiment, j'en suis venu à la conclusion que je devais m'enfermer dans la chambre à coucher, car j'étais à la fois blessé et en colère. Je n'avais pas les idées claires, tout ce que je faisais était complètement impulsif. Après avoir rapidement rassemblé 2 sacs, je suis sorti précipitamment de la chambre. Lorsque mon mari s'est approché, je l'ai regardé et je l'ai défié silencieusement de se rapprocher de moi un instant. Bien qu'il ne l'ait pas fait, j'ai quitté le bâtiment en toute hâte et j'ai annoncé que je partais. Le fait qu'il m'ait suivi et qu'il ait tenté de s'excuser n'a fait que me faire pleurer davantage. Pour m'enfuir au plus vite, j'ai embouti la voiture et j'ai démarré en trombe. Bien que le téléphone ait commencé à sonner, j'ai choisi de l'ignorer. N'ayant pas d'autre option, j'ai foncé vers la résidence de mes parents. Au bout d'une trentaine de kilomètres, j'ai commencé à éprouver un sentiment de sérénité et à contempler les événements flous qui s'étaient déroulés. Seules les choses désagréables que j'avais dites me revenaient à l'esprit, je n'arrivais même pas à me souvenir du cœur de notre dispute. La honte a commencé à m'envahir. Je me souviens encore très bien de l'avoir aperçu dans le rétroviseur, les larmes coulant sur son visage alors qu'il s'agenouillait et me regardait partir. Je constate que mes pensées reviennent constamment à mon mari, celui qui est le plus important dans ma vie. La révélation me vient tout d'un coup, je ne peux tout simplement pas supporter de vivre sans lui. Un élan de détermination m'envahit, je fais rapidement marche arrière et je rentre chez moi. Je suis déterminé à me racheter auprès de la personne qui est l'amour de ma vie. Lorsque j'arrive enfin à la maison, je me précipite à l'intérieur et fouille chaque pièce, mais je ne le trouve nulle part. L'angoisse commence à m'envahir. Désespéré, je jette un coup d'œil dans le jardin, où la lumière commence à baisser et où sa silhouette est visible. J'avais insisté auprès de lui pour qu'il accroche la balançoire aux chaînes robustes, il est actuellement placé sur la balançoire. Je me faufile hors de la maison et m'approche de lui par derrière en silence. Je l'observe, des larmes coulent sur son visage et mon cœur se serre.
Je suis rempli de tristesse parce que j'ai terriblement maltraité cet homme absolument magnifique. Dès que je commence à pleurer, je remarque que ses épaules se crispent. Lorsque le mari s'est levé, il a entendu un bruit derrière lui. Il s'est retourné et a vu sa femme chérie en larmes. Dès qu'il s'approche d'elle, elle se jette dans ses bras. La tentative de réparation s'accompagne d'un mélange de larmes, d'excuses et de baisers. Dans la précipitation, il lui enlève ses vêtements et l'emmène dans leur chambre à coucher, tout en la portant dans ses bras. Une fois au lit, leur passion se ravive. Ensuite, ils engagent la conversation, discutent de la suite des événements qui ont conduit à leur désaccord et évoquent les hauts et les bas de leur journée. Il devient alors évident qu'ils ont perdu de vue leur trésor le plus précieux, à savoir l'amour qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Ils s'engagent solennellement à ne plus jamais le perdre. Ils ravivent leur relation étroite, ce qui contribue à renforcer leur lien. Lorsqu'ils se sont endormis cette nuit-là, ils étaient enlacés l'un à l'autre et se tenaient fermement l'un l'autre.